Voilà, normalement, tout est lancé. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Allcan, donc webinaire qui donne la parole à des acteurs de terrain qui mettent en œuvre des actions d'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Adrien Privat et Pauline Malter du Conservatoire du Littoral et qui vont principalement nous parler du projet Life Adapto Plus. Eh bien, bonjour à vous deux. Bonjour. Et puis, bah, Bonjour. je vais vous céder immédiatement la parole. Comme à notre habitude, on va laisser une présentation d'une quarantaine de minutes. Et puis, vous aurez l'occasion de poser vos questions dans la section questions et réponses voilà, que je pourrais poser à la suite de la présentation de Pauline et d'Adrien. Voilà, maintenant que les règles ont été dites, je vous laisse la parole. Merci. On va donc vous faire une présentation à deux voix. On va se présenter dans un premier temps. Donc, je suis Pauline Malter, je suis la coordinatrice du projet Life Adapto Plus au Conservatoire du Littoral, basé à notre siège à Rochefort. Je suis accompagnée d'Adrien. Adrien, je te laisse te présenter. Bonjour, moi je m'appelle Adrien Privat, je suis responsable de mission interface terre-mer au Conservatoire du Littoral, donc au sein de notre direction qui s'occupe de la gestion patrimoniale et de la vie et de la gestion des terrains qui sont protégés par le Conservatoire. Je m'occupe de différents sujets, dont l'adaptation au changement climatique et la gestion de la bande côtière. Je vais vous faire d'abord une présentation, un rappel ou une information quant à notre établissement et un point un peu contextuel. Le Conservatoire du Littoral est un établissement public qui s'est inscrit dans le Code de l'environnement, a une mission de protection, de sauvegarde du patrimoine littoral, de ses équilibres écologiques, des sites naturels et des biens culturels qui s'y rapportent. Mission qui est menée via une politique d'acquisition foncière. Donc Adrien parlait de la direction de la gestion patrimoniale à laquelle on appartient tous les deux. Il y a effectivement une dimension gestion, mais nous sommes avant tout propriétaires. Et nous travaillons localement avec les partenaires territoriaux pour justement identifier la gestion à mener à bien sur nos sites. On a en fait notre 50e anniversaire cette année. On a été créé donc en 1975. On a comme objectif de protéger le tiers naturel d'ici 2050. Aujourd'hui, on est à 18% du littoral qui est protégé par des sites conservatoires. C'est environ 220 000 hectares et 840 sites. Je l'ai déjà dit, on est effectivement propriétaire foncier. Donc, on a une mission foncière et une mission propriétaire qui, derrière, nous amène à travailler étroitement avec tout un panel de gestionnaires locaux. Donc évidemment, en tant que propriétaire de terrain en zone côtière, le conservatoire, l'établissement a été assez vite confronté aux effets du changement climatique sur ces sites. On a commencé à s'intéresser à ces questions-là, à ces enjeux dès le début des années 2000, suite aux tempêtes Xynthia et Martin. Notre conseil scientifique également a été mobilisé, a produit une note pour justement axer notre intervention aussi sur cet enjeu d'adaptation au changement climatique. Et donc, dès le début des années 2010, on a commencé à prendre part et puis ensuite à porter des projets de coopération qui portaient justement sur cette question de l'adaptation au changement climatique. Donc, au départ, avec un Interreg LICO, un Interreg mené avec des partenaires anglo-saxons. Ensuite, le Life Adapto, pour lequel donc Adrien, qui a pris part au projet, pourra vous illustrer un des exemples à travers le cas de la baie d'Authie. Ensuite, 2022-2027, vous voyez qu'on prend de l'ampleur à partir des années 2020 avec la participation à un autre Interreg Manabas.
avec des pays nordiques où l'idée, c'est effectivement de réfléchir à la façon dont on peut systématiser et généraliser le recours aux solutions fondées sur la nature dans les écosystèmes côtiers. Et puis, depuis l'année dernière, début juillet 2024, la poursuite, la continuité du précédent live que l'on avait à l'époque porté avec le BRGM, le Life Adapto Plus, sur lequel je reviendrai ensuite, et que nous portons avec un consortium d'une dizaine de structures partenaires et qui a là aussi pour objectif de passer de la phase démonstrative dans laquelle on était entre les années 2010 et 2020 à la phase de généralisation, de mise à l'échelle à la fois de nos outils, de notre méthode, mais aussi du concept que l'on cherche à promouvoir et qui est celui-ci, le concept de gestion souple, qui grosso modo permet de conférer à l'espace, à l'interface terre-mer, davantage d'espace pour lui permettre de jouer son rôle d'atténuation, son rôle tampon des effets du changement climatique et des aléas, des risques naturels qui sont exacerbés par le changement climatique. Donc cette gestion souple, on est actuellement sur un travail de définition du concept un peu plus précise parce qu'on voit au gré de nos expérimentations depuis les 10-20 dernières années que évidemment c'est une démarche qui est quand même un peu évolutive. On voit aussi au sein du consortium du projet Life Adapto Plus que on n'a pas forcément la même acception de ce concept entre les différentes structures, mais vous voyez déjà un prémisse de définition. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est une démarche qui permet de mettre au cœur les espaces naturels et les dynamiques naturelles, qui est donc du coup porteuse de co-bénéfices pour les écosystèmes, bien entendu, mais aussi pour des défis sociétaux, qui s'oppose finalement à l'approche un peu classique, fixiste de la vision du trait de côte, hein. On est dans un changement de paradigme et qui repose bien entendu sur la mise en œuvre d'actions sur des sites naturels à semi-naturels. Adrien, je te laisse la parole pour préciser les éléments de méthode et qui ont été notamment déclinés sur la baie d'Authie. Ouais, merci Pauline. Comme tu le disais, ça fait quand même 10 à 15 ans qu'on travaille sur ce sujet, mais c'est un sujet qui reste assez nouveau et les modes de fer n'existent pas encore tout le temps. On a des modes de fer qui sont plutôt normés et bien établis quand on veut faire de l'ingénierie grise et établir notamment des systèmes d'endiguement et des digues, mais pour redonner de la place à de la nature et avoir justement non plus une gestion du trait de côte, mais une gestion de la bande côtière autour d'une gestion souple, c'est quelque chose qui demande encore de l'adaptation. C'est pour ça que dans les projets qu'on a développés, on a essayé de mener des approches qui étaient des approches intégrées et qui laissaient vraiment de la place en même temps et en commun à tout un ensemble de disciplines, et en travaillant d'abord sur des disciplines qui s'intéressaient au territoire et à la description du territoire, donc beaucoup la partie gestion des risques naturels, parce que la détermination des aléas, les modélisations d'aléas sur la submersion ou l'érosion sont souvent les déterminants principaux, et c'est aussi les éléments qui sont le plus impactés par le changement climatique, en tout cas de manière évidente par le changement climatique et la montée du niveau moyen des mers sur le littoral. Le patrimoine naturel et l'économie des territoires qui fondent le panorama et la situation de départ. Et derrière, donc une approche commune autour de la perception que les acteurs ont de leur territoire et des ambitions qu'ils en ont pour aller établir une nouvelle gouvernance et établir des différents scénarios possibles pour travailler sur la suite. On a beaucoup travaillé aussi la notion de paysage dans le cadre d'Adapto. Le paysage, c'est une spécificité du Conservatoire du littoral. C'est quelque chose auquel le Conservatoire est attaché depuis longtemps, puisque c'est à la fois dans ses missions, le Conservatoire doit protéger et conserver les paysages littoraux, mais il doit aussi accueillir le public. Donc il est dans le travail sur le paysage, sur toutes les composantes du paysage, petit paysage et grand paysage.
une continuité paysagère, des grands ensembles paysagers, mais aussi des aménagements de paysages pour l'accueil du public et des activités. C'est quelque chose que le conservatoire fait beaucoup et qui permet, par une approche sensible et moins technique aussi, de fédérer les acteurs autour d'un projet commun. On a beaucoup utilisé le paysage pour à la fois regarder ce qui s'était passé dans le passé, mais aussi donner à voir le résultat des autres études et montrer le futur. On a souvent travaillé autour de trois scénarios. Un des principes et des modes de faire d'Adapto, c'est de comparer le plus honnêtement possible trois scénarios. Un scénario qui est le scénario laisser faire, qui a changé de nom, mais en gros, c'est continuer le scénario tendanciel, continuer à faire ce qu'on fait actuellement sans spécialement anticiper jusqu'à ce que les conséquences du changement climatique nous forcent à bifurquer vers un autre scénario. Un scénario d'adaptation qui est un scénario d'adaptation et d'anticipation en résistant et en maintenant des protections, en augmentant les protections statiques et en fixant le trait de côte avec des digues de plus en plus hautes et de plus en plus conséquentes, avec aussi des systèmes de pompage qui peuvent être mis en place le cas échéant. Et enfin, le scénario qu'on appelait nous s'adapter, qui était justement un scénario qui donne de la place aux espaces naturels pour jouer un rôle tampon. Bien sûr, on a combiné souvent différents éléments dans les scénarios et un scénario s'adapter laisse de la place à des digues de protection pour des espaces urbains. Un scénario de résistance ne va pas forcément tout protéger tout le temps. On s'est adapté et les scénarios ont été construits petit à petit. Maintenant, on va illustrer cette méthode sur un des sites du Life Adapto, qui est la baie d'Authie. La baie d'Authie, donc, qui est une des trois baies picardes entre baie de Somme, Authie et baie de Canche, et un territoire dans lequel le conservatoire est relativement bien implanté. Actuellement, le conservatoire protège environ 40% des superficies qu'il a dans sa stratégie d'acquisition et il est présent sur à peu près 20% du côte de la baie d'Authie avec des superficies relativement importantes, principalement dans le nord et depuis Adapto, de plus en plus en fond de baie et sur le sud de la baie. D'ailleurs, le projet Adapto a abouti au changement de notre stratégie d'acquisition sur le site. Je vous le disais tout à l'heure, le paysage est une démarche essentielle, enfin, est une composante essentielle de l'action du conservatoire et est essentielle aussi dans le projet Adapto. On a sur OTI comme sur ailleurs travaillé d'abord sur une rétrospective paysagère pour montrer à voir la non-fixité, en fait, le fait que le littoral a toujours été un espace mouvant, un espace de mobilité, que la fixité, enfin le fixisme du trait de côte est un concept plutôt récent des 100 dernières années et même principalement des 70 dernières années. Et ce qui a beaucoup changé, même si les polders sont plus anciens, c'est cette fixité est vraiment quelque chose de récent et il a vraiment beaucoup changé aussi, c'est le fait que les enjeux humains se sont énormément approchés du trait de côte, du rivage et de ces zones de mobilité. Donc le recours au paysage a permis de travailler dans l'histoire sur ces sujets-là et du coup de faire voir les futurs potentiels du territoire. Et on peut travailler à la fois sur un grand ensemble, mais aussi, c'est ce qu'on vous a mis en bas, sur des composantes paysagères plus petites et notamment travailler sur des points de détail sur le retour de la mer, sur la construction d'une digue, par exemple. Pauline, je te laisse, on passe à... donc, un des éléments déterminants dont on parlait, c'est effectivement les parties risques, qui sont des éléments déterminants pour les territoires. Les politiques publiques se font beaucoup en prenant en compte cet impératif de protection des biens et des personnes, avec des éléments et des impératifs différents. Une protection contre la submersion qui est dans la loi et qui est
outillé avec des outils comme les PAPI, les plans d'action et de prévention des inondations, et l'érosion, qui a un cadre un petit peu plus souple et moins obligatoire. Et sur un secteur comme la baie d'Authil, il y a un PAPI justement qui est en cours. Et pour travailler sur les différents futurs, on a dû retravailler donc avec le BRGM des nouveaux modèles de submersion en fonction de scénarios d'aménagement qu'on pourra expliquer rapidement. Donc, plusieurs de ces options sont notamment le desserrement en nord de la baie du coude de la Molière, donc une dépoldarisation limitée, le recul stratégique de certains parkings et aménagements qui bloquent une partie du transit sédimentaire et qui sont dans des zones d'érosion de l'Authie vers le port de la Madelon notamment, et le polder, la digue de la Molière. Et enfin, le décalement de certaines digues en fond de baie, notamment le polder de l'enclos jusqu'au pont de Pointe-à-Cailloux, et des digues à cet endroit-là où on a plutôt essayé d'envisager comme une ouverture de l'espace et des digues pour permettre d'avoir des zones d'expansion de crues aussi, donc dans cette partie maritime, avec un faisceau de digues et une dépoldarisation importante prévue pour le sud, le tout avec des modélisations de submersion. On a pu travailler dans le même temps assez tôt sur la perception sociale, alors à la fois des usagers, mais aussi des habitants et des socioprofessionnels. On va sur site avec donc des questionnaires, réaliser des questionnaires auprès des pratiquants, mais on réalise aussi des entretiens plus longs avec certains acteurs constitués, ce qui permet d'avoir quand même une approche de la perception et de la volonté des différents habitants et usagers en dehors des moments de gouvernance où on n'a qu'une partie de la population qui vient. On a aussi, lors de ces moments-là, des enjeux de décision et de posture qui sont importants. Le fait d'aller les voir sur le terrain, directement, de discuter sur des possibles avenirs d'un site sans que la décision soit directement concernée, permet d'avoir des meilleures impressions et des meilleurs retours sur la perception des usagers, et ça permet in fine de co-construire, si on le fait assez tôt, fait en partie sur certains endroits de la baie d'Authie, pas forcément sur tous. Sur la partie Bois des Sapins, digue rétro-littorale, c'est quelque chose qu'on a fait après. Idem sur la digue de la Molière, c'est quelque chose qui a été pas anticipé parce qu'on avait d'autres obligations ou temporalités, mais sur la digue de l'enclos, c'est quelque chose qu'on a pu faire assez tôt, et du coup de penser le projet rapide, enfin dès le début, en intégrant la perception et les attentes des usagers pour pouvoir avoir un projet qui s'adapte derrière. Tu peux passer à la suite, Pauline. Et donc, je répondrai à la question après sur les étangs de chasse. Donc, sur un des éléments qu'on a pu mettre en aussi, enfin, un des outils méthodologiques, une des briques méthodologiques qu'on a développé, c'est d'avoir une projection de la qualité écologique potentielle, d'avoir une modélisation possible de l'évolution des habitats sous l'effet de la reconnexion marine et de la montée du niveau moyen de la mer dans les zones sur lesquelles on va pouvoir travailler. Cette modélisation-là, elle est essentielle à plusieurs niveaux. C'est elle qui permet déjà de voir si les solutions fondées sur la nature qu'on envisage ont vraiment du sens. Est-ce qu'on a potentiellement bien un développement de marée maritime qui va être pertinent pour pouvoir avoir un effet de friction, pour pouvoir avoir un coefficient de traînée qui permet du coup de baisser
la hauteur des houles incidentes pendant des vagues, enfin, ou des vagues de tempête. Et c'est aussi quelque chose qui permet de travailler dans des cadres réglementaires un peu contraints, celui de la protection de l'environnement, de pouvoir un peu argumenter, dire ce qu'on va faire, parce que d'un côté, dépoldériser un site qui est un site naturel avec des habitats de zones humides doux, des populations de batraciens qui peuvent être présentes, il faut qu'on puisse le justifier et avoir derrière quand même des arguments pour pouvoir prouver ou démontrer qu'on va aller vers d'autres habitats patrimoniaux, notamment les marais maritimes. Et un autre élément important de cet indicateur de qualité écologique potentielle, c'est que ça permet derrière de prévoir des habitats du futur et donc de dérouler beaucoup d'autres choses, et notamment l'approche de l'analyse coût-bénéfice et de l'analyse multicritère qui a été développée dans Adapto, qui se base non seulement sur des analyses coût-bénéfice classiques, où on va s'intéresser aux coûts évités, aux coûts de gestion, aux coûts de mise en œuvre, mais aussi à l'évaluation des services écosystémiques, parce que nous, c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant, d'intégrer les services écosystémiques dans les analyses qu'on voulait produire. Pauline, tu peux... Et donc, au final, une fois qu'on intègre tous ces éléments-là, c'est là que s'enclenche la concertation, même si souvent elle commence dès le début. Le conservatoire en Bédotti comme ailleurs n'est pas forcément un acteur neutre. On a, nous, des ambitions et des positions sur ce qu'on veut faire, et souvent dès l'achat, puisqu'il faut justement pouvoir justifier dès l'achat de ce qu'on veut mettre en place. Mais on va, si ce n'est construire, on va au moins affiner et préciser les projets. Et donc c'est ce qui s'est passé sur OTI, où au départ on est parti vraiment, l'idée de départ sur OTI, c'était de travailler sur donc, la digue rétro-littorale que vous voyez dans la partie nord, au niveau du bois des sapins et de la dune du bec de perroquet, de laisser à cet endroit-là de la mobilité dunaire, de ne pas avoir une protection frontale euh, en bord d'OTI, et d'avoir une protection rétro-littorale. On est parti de ce projet-là, qui était inscrit dans le PAPI, qui était porté par le conservatoire, et petit à petit s'est déployé donc un projet beaucoup plus global à l'échelle de la baie, sur les 2 intercommunalités, sur les 2 départements, et qui est un projet d'ensemble où on intègre donc les risques, l'agriculture, une stratégie d'acquisition pour le conservatoire, avec des réorganisations d'usage qui sont limitées mais qui sont nécessaires, et tout un travail autour des sentiers, de l'accessibilité, parce que c'est un des éléments qui a été déterminant pour tous les habitants et les usagers du site. Le maintien ou même l'ouverture de nouveaux sentiers est quelque chose qui est important dans la mise en œuvre de mesures de gestion, et même si elles sont liées au départ plutôt à l'adaptation au changement climatique et à la protection du littoral. Ça permet d'avoir une adhésion du public importante. Et donc le projet, c'est ce desserrement petit à petit du fond de la baie, avec des zones d'expansion un peu plus importantes, et le développement prévu de beaucoup de marais maritimes qui vont permettre non pas de réduire la hauteur des digues, mais d'avoir des digues qui vont être moins exposées et plus résistantes au fur et à mesure. Pauline? C'est bon, tu vois, parce que j'ai passé, mais je pense qu'il y a un décalage Oui. en fait au moment où je Mais passe. il y a un effet de décalage. Je ne sais pas si vous m'entendez bien d'ailleurs, et je m'excuse pour le son s'il est mauvais. Voilà, je suis sur un réseau invité. C'est un peu haché en début d'intervention, mais après ça va, t'inquiète pas. Voilà. Donc ça, c'est le cadre que je vous présentais au début, donc sur la digue rétro-littorale du Bois des Sapins, sur laquelle on a donc intégré la capacité de recul d'une manière très limitée, euh, et la préservation des espaces des espaces rétro-littoraux, et notamment agricoles derrière, ainsi que la ville de Berck, hein. Derrière, on communique sur des bas-champs de Berck. Il y avait une autre option qui était une option
que le conservatoire voulait mettre en avant, qui était d'avoir une digue rétro-littorale qui soit un peu plus reculée et qui permette justement par une gestion en fait de la dune et une remobilisation dunaire, alors qui passerait nécessairement par comment couper les arbres pour permettre finalement à la digue à la dune de se maintenir et de retrouver une dynamique et de garder un rôle pour la protection des biens et des personnes. Ce qui est compliqué de faire accepter que cette digue cette dune qui a été plantée en bois dans les années 60, on puisse lui redonner son aspect naturel, son aspect originel et restaurer du coup le milieu d'origine, qui est une dune blanche. Euh, Ce qu'on voulait faire, c'était ça, avec une digue qui était un peu plus en arrière et qui était basée sur un point haut, notamment donc une ancienne déchetterie, qui est un petit peu plus en arrière. Mais localement, cette option un peu plus rapprochée a été celle qui a été retenue pour beaucoup de raisons, et notamment la protection de l'ensemble des terrains agricoles le plus longtemps possible. Et notamment aussi, ça permet d'avoir des sentiers de promenade qui sont beaucoup utilisés maintenant. Ça a été un chantier porté par la collectivité, mais beaucoup accompagné par le conservatoire, et notamment sur la partie foncière, les mesures de compensation et les intégrations paysagères. Donc, un des autres points de travaux particuliers que je vous présentais donc dans la présentation générale, c'est la réouverture partielle du polder de la Molière. On a un coude sur le sud euh, où la digue est régulièrement érodée par l'OTI. C'est le même mécanisme qui arrive un peu plus loin au nord sur le bois des sapins. On est vraiment sur une érosion qui est due à la proximité de l'OTI, pas forcément aux vagues, pas forcément au changement climatique actuellement, mais c'est quelque chose qui nous sert justement à mettre des choses en place. On a l'OTI qui vient taper et creuser une digue. Et dans le cadre du PAPI, ce fameux plan d'action pour la prévention contre les inondations, la digue a été reculée, ce qui permet d'avoir une restauration des espaces aussi et de desserrer la protection à cet endroit. Plutôt que de la renforcer, on va desserrer et laisser du coup un peu de mobilité à l'OTI, un principe qu'on retrouve de plus en plus qu'on va essayer de généraliser de plus en plus. Le travail ici a été énormément fait autour de la qualité des milieux et des habitats. On est sur un espace qui est géré vraiment en espace naturel et la qualité des habitats et la modélisation écologique que je vous ai présentée plus tôt a été très importante. Ensuite, sur la partie plus en fond de baie, comme je vous le disais, et je vais aller très vite dessus pour laisser Pauline conclure derrière, on a beaucoup plus travaillé sur l'accueil des publics et le maintien des continuités, euh, et notamment la création la création ou le maintien d'espaces de promenade et de chemin, et notamment le sentier du littoral, en se servant à à la base donc, de l'enquête de perception pour pouvoir avoir des premières esquisses de projet qui soient celles d'un projet de paysage et qui in fine, ont été repris dans le principe. Donc, avoir des digues en risberme qui permettent notamment d'avoir des points de vue sur une partie des sites tout en protégeant de la vue justement d'autres espaces qui sont plus sensibles, euh, qui sont maintenant les principes mis en place par la collectivité dans ces digues. Voilà, je vous ai mis les deux profils un petit peu pour comparaison. Et puis, je vais passer, mais c'est le même principe donc sur le fond de baie et le sud de la baie, où on a pu se servir du coup de tous ces éléments que je vous ai présentés pour aller vers un projet où on se sert du paysage, du coup, pour intégrer ces éléments et le discuter derrière avec les différents usagers, habitants et les collectivités. Merci Adrien. Donc, Adrien vous l'a montré par l'exemple de la baie d'Auty.
On est sur une méthode qui est efficace parce qu'elle est holistique, elle est inclusive, elle intègre l'ensemble des composantes naturelles ou non. Et on est vraiment sur une démarche qui est systémique, qui est plus ou moins efficace selon les cas, hein. Adrien, tu parlais de l'option privilégiée par le conservatoire qui était de faire une digue rétro-littorale un peu plus en arrière. Mais on est aussi dans une démarche de compromis. Adrien l'a expliqué, on évoque l'ensemble des scénarios entre du laisser-faire à l'adaptation en passant par la résistance et on travaille sur ces différents scénarios avec l'ensemble de nos partenaires localement. On est sur une approche qui se veut avantageuse économiquement, surtout sur le long terme, mais qu'il est nécessaire d'inscrire dans un cadre plus global. On l'a vu avec l'exemple de la baie d'Authie, hein, on est passé d'une portion de projet qui s'inscrivait dans le champ, dans le périmètre d'un PAPI à une échelle un peu plus vaste sur 2 intercommunalités. On a aussi cette nécessité, quand on parle d'une échelle plus vaste, on raisonne en termes spatial, mais également temporel. L'idée, c'est vraiment d'évaluer les différents horizons temporels et d'anticiper dès l'amont en intégrant les différents partenaires dès le début des réflexions, comme ça a été fait sur certains points notamment en Bédotti. Et c'est un petit peu tout l'enjeu finalement de ce nouveau Life Adapto Plus. Donc, le LIFE, c'est un instrument financier de la Commission européenne pour la biodiversité et le climat. Donc, c'est un financement de l'Europe que nous avions déjà reçu au moment du précédent Life Adapto et le soutien de l'Union européenne est reconduit désormais pour une durée de 5 ans, de 2024 à 2025. Et l'objectif de ce projet, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est vraiment dans une étape de généralisation finalement. Et ça passe à la fois par finalement l'approfondissement de l'aspect méthodologique avec le développement d'une ingénierie technique qui soit réplicable à tous les types de littoraux considérés. Sur les 10 sites pilotes d'Adapto dont faisait partie la baie d'Authie, on avait quand même une grosse majorité de sites dépolderisés. L'idée, c'était de pouvoir s'assurer que notre méthode systémique puisse être applicable sur toutes les configurations possibles. Et puis de traduire cette méthode que l'on applique depuis plusieurs années maintenant, de la traduire à travers des outils et notamment l'élaboration d'un guide technique de la gestion souple et d'un outil d'évaluation de ces fameux scénarios qu'on vous a présenté, qu'Adrien vous a présenté tout à l'heure. Donc ça, c'est du point de vue technique et c'est sur cette phase sur laquelle on travaille actuellement avec l'ensemble de nos partenaires que je vais vous présenter ensuite. Donc les 2 premières années du projet sont vraiment consacrées à l'amélioration méthodologique et l'intégration de nouveaux outils adaptés et notamment d'outils d'animation territoriale. Et puis à partir de l'année prochaine, de mi-2026, on va passer dans une phase un peu plus stratégique où l'idée, ce sera évidemment d'ouvrir notre démarche à d'autres territoires que les 15 sites pilotes d'Adapto Plus. Donc, on va lancer un appel à manifestation d'intérêt à partir de juin 2026 pour accompagner 10 nouveaux territoires et les appuyer dans la mise en œuvre de la méthode et la définition éventuellement de stratégies et de feuilles de route qui intègrent des actions de gestion souple. Ce cadre stratégique, il passera aussi par le développement d'un dispositif de reconnaissance de type label hein, qui viendra consacrer les efforts de territoires qui s'investiraient dans ce type de démarche. Également par le développement d'un outil d'ingénierie financière, hein, puisque c'est aussi une des leçons apprises du précédent LIFE, la nécessité d'avoir des financements robustes. Et puis le besoin également d'un partage d'expériences, d'un partage de bonnes pratiques et
d'un programme de renforcement de capacité qui passera aussi par la création d'une communauté de praticiens. Donc voilà dans les grandes lignes les objectifs et les objectifs et le phasage de ce nouveau Life Adapto Plus. Et donc on est accompagné dans cette nouvelle phase par toujours notre partenaire historique, le BRGM, mais également le CEREMA, l'INRAE, qui nous assiste sur les aspects, bien entendu, gestion des risques naturels, gouvernance et animation territoriale, définition des services écosystémiques et adaptation de l'indice littoral écologique. D'autres partenaires qui travaillent aussi à la dissémination des résultats et à l'accompagnement de sites pilotes. Donc, il y a le réseau, l'association Réserve naturelle de France, la Fondation Tour du Valat, qui travaille aussi à l'adaptation de l'indice littoral écologique pour la façade méditerranéenne. Un de nos gestionnaires, le syndicat mixte des espaces littoraux de la Manche, en Normandie, qui s'intéresse essentiellement aux actions d'accompagnement des acteurs du secteur agricole. Nous avons également comme partenaire l'ONF qui a proposé 3 sites pilotes, l'OFB et puis la communauté de communes de l'île de Noirmoutier, puisqu'un des sites pilotes se situe à Luzérande sur l'île de Noirmoutier. Et au-delà du soutien de l'Union européenne, nous sommes également soutenus sur ce nouveau projet par le ministère de la Transition écologique ainsi que la Banque des territoires. Ça c'est le noyau dur de nos partenaires, évidemment. On a également tout un tas de partenaires au niveau local, notamment certaines agences de l'eau, certains départements, certaines régions, des partenaires universitaires, le Comité français de l'UICN, et des partenaires européens, puisqu'on est encore et toujours dans un projet de coopération européenne. Et voilà, pour finir, une vue d'ensemble des différents sites. En bleu, les 10 sites expérimentaux adaptos, avec en premier la baie d'Authie, un site à l'époque en Outre-mer qui était le site des rizières de Mana. Et puis en orange figurent les 15 nouveaux sites adaptos plus, donc un autre site ultramarin qui est cette fois en baie de Fort-de-France, et ensuite des sites qui jalonnent les différentes façades méditerranéennes. Euh, voilà, et merci de votre attention. Bien. Merci à tous les deux pour cette présentation claire et puis parfaitement dans les temps. Je propose de prendre les questions dans leur ordre d'apparition. Donc, je pense que ça sera plutôt adressé à Adrien dans un premier temps. Donc, alors, dans la conversation, je vais quand même reprendre la question Il y avait de deux questions. Il y Simon avait une question sur sur le les devenir des étangs. des étangs de chasse. Tout à fait. Alors, ces étangs de chasse ne sont pas remis en cause à court et moyen terme, pas par le conservatoire et pas par les modes de gestion. Il faut voir que la plupart de ceux qui sont localisés à cet endroit-là sont déjà d'ailleurs sur le domaine public maritime. Par contre, dans certains secteurs, on a effectivement des effets, enfin, on voit des problématiques liées à l'érosion ou à la submersion de certains de ces étangs de chasse, notamment quand on a, alors, suivant les régions, les termes varient, mais donc huttes dans le nord, lorsqu'on a des huttes qui ne sont pas flottantes, mais qui sont au sol, puisqu'on a 2 systèmes souvent, on peut avoir des effets, des effets de risque et d'érosion qui sont importants et des éléments de risque sur ces étangs de chasse. Il y a aussi d'autres problématiques qu'on voit de plus en plus apparaître dans certaines régions, donc plutôt actuellement dans le nord de la France, pas encore dans d'autres régions où il y a beaucoup de ces étangs de chasse, qui est les effets du changement climatique, notamment sur la migration des oiseaux et notamment des espèces ciblées par ces chasseurs. Actuellement, il y a de moins en moins de proies, appeler ça comme ça, qui sont chassées, qui sont disponibles et les prélèvements diminuent dans certains cas, donc pas dans des secteurs où c'est aussi présent, où les étangs de chasse sont toujours aussi prisés et ont toujours autant une importance économique et sociale.
mais dans d'autres secteurs, on peut commencer à avoir un désintérêt partiel de certains devant les effets du changement climatique, notamment sur la baisse des rendements, on va dire, comme on a pu l'avoir sur d'autres systèmes avant. Mais en tout cas, le conservatoire, lui, ne remet pas en cause ces étangs de chasse sur les sites. Merci. Avant de passer à la prochaine question, peut-être pour prolonger là-dessus, est-ce que vous rencontrez des difficultés où vous êtes un peu des arbitres sur on va dire, les conflits d'usage vis-à-vis des aires littorales? Est-ce qu'il y a des questions, je ne sais pas, entre les pêcheurs, les chasseurs, les riverains, l'agriculture? Est-ce qu'il y a des tensions comme ça que vous devez gérer, ou est-ce que ça fait partie des défis auxquels vous êtes confrontés dans vos activités? Oui, régulièrement. La gestion des usages, euh, et de toute façon, en zone littorale, elle est importante. On a un espace restreint et du coup une consommation d'espace par tout le monde qui se fait globalement au même endroit pour des activités de sport de nature, pour des activités de chasse, pour des activités professionnelles. Donc souvent, ou même pour la protection de l'environnement, on a toutes ces vocations qui se retrouvent dans des espaces contraints, donc ça entraîne nécessairement des conflits d'usage qu'on essaye de gérer sur des manières différentes. Le conservatoire en lui-même est propriétaire, donc il peut décider de certaines des choses qui peuvent être faites ou ne peuvent pas être faites sur ces terrains, mais il n'est pas producteur de lois et de réglementations en soi. Nous, on s'appuie uniquement sur les réglementations qui sont mises en place par les préfets ou les mairies. Les arrêtés sont pris par les préfectures et les municipalités sur les sites du conservatoire. Et tous ces éléments-là sont normalement intégrés au sein des plans de gestion du conservatoire. Et donc, les plans de gestion des sites définissent la place ou les éléments de réglementation éventuels nécessaires aux différents usages. Certaines fois, c'est de la spatialisation. Dans certains cas, ça peut être une interdiction, une réglementation. Il peut y avoir aussi tout bêtement des décalages. Pour régler certains soucis, on peut aussi décaler des parkings qui permettent de décaler des usages. C'est des choses qui peuvent se faire. Merci. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc, on a Ibrahima qui nous pose la question, y aurait-il pas potentiellement un transfert de risque sur une partie du littoral après la mise en œuvre de la digue? C'était pendant une explication sur le site de la Côte d'Opale. Alors, fatalement, dès qu'on établit un nouvel ouvrage, il peut y avoir des nouveaux risques ou aléas induits. Un ouvrage qui fixe le trait de côte, si la digue est vraiment au niveau du trait de côte, on va avoir des effets d'érosion qui peuvent être décalés. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Au contraire, justement, quand on écarte une digue du trait de côte, on laisse rentrer à l'intérieur d'un estuaire, on va laisser rentrer, on modifie le cône de marée, donc on a des hauteurs d'eau dans le cadre de tempêtes qui peuvent être plus importantes. Donc il faut avoir des digues qui soient suffisamment hautes. Pas forcément plus larges, au contraire, justement, elles vont être plus protégées derrière des marées maritimes, mais des fois un peu plus hautes. Et donc, si on n'a pas anticipé et un niveau de sécurité avec des digues qui sont suffisamment hautes partout, ça peut être le cas. Mais nous, ce qu'on essaie de faire en travaillant avec les espaces naturels plutôt que vraiment comment, les ouvrages, c'est justement de travailler donc à la fois sur la réduction de l'aléa, mais aussi et beaucoup sur les enjeux et la relocalisation des enjeux. Faut pas oublier que le risque, c'est l'aléa, la hauteur, effectivement. Quelle va être l'intensité de l'érosion, quelle va être la hauteur d'eau, quelle va être la force des vagues, mais surtout, si ça passe, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et quand on travaille sur donc un aménagement du territoire ou de la naturalité, mettre en place des sites où il y ait peu d'enjeux qui soient exposés proches de la côte et qu'on ait des espaces naturels qui ont une certaine résilience
peuvent subir une ou deux submersions et retourner à un état d'équilibre sans que ce soit une atteinte catastrophique. Au contraire, ce soit un élément de la nature. Donc voilà, on essaye de changer un petit peu l'angle de vue. Merci beaucoup. Prochaine question alors, d'une toute autre nature concernant je reprends la question. Donc, avenir politique, trois petits points. Pendant le gouvernement Bayrou, on a entendu parler de la fermeture de certains établissements publics, dont possiblement le conservatoire. Est-ce que cette menace est bel et bien présente ou est-elle écartée? Alors, dans ce que j'en sais, actuellement, donc la menace, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité pour un certain nombre d'établissements publics. Et les gouvernants ont toujours cette feuille de route. Le conservatoire est potentiel, enfin, en tout cas, l'ancien gouvernement avait mis de côté le conservatoire dans ses fusions. Ce qui lancera des nouveaux gouvernements, ça va être, on verra. C'est en tout cas pas dans les projets de loi de finances qui sont discutés actuellement, mais comme ça va au-delà, puisqu'il faut changer le code de l'environnement, c'est des choses, on ne peut pas l'exclure. On n'en veut pas, mais on ne veut pas l'exclure. Voilà. Ça avait été exclu par l'ancien gouvernement, mais on ne sait pas ce que feront les prochains. En effet, peut-être petit complément, hier nous avons reçu la visite du président de la République qui nous a assuré que nous n'avions pas de soucis à nous faire. Bien, espérons-le. Prochaine question de Rossella. Est-ce qu'il y a des projets avec les agriculteurs sur la possibilité de faire une transition vers des cultures plus adaptées aux milieux humides marécageux? Je la prends, Adrien, Pauline, cette question. Ouais. comme ça concerne Euh, plus Adapto ouais. Plus. Oui, oui. Alors, en effet, hein, sur certains sites du Life Adapto, il y avait on avait constaté qu'il y avait, sans surprise évidemment, des enjeux au niveau du secteur agricole et plus largement des activités primaires qui étaient nécessaires d'adresser. Et on a un volet agriculture, activité primaire dans le cadre du Life Adapto Plus. Une personne dont c'est la mission dans la cellule de coordination nationale que je chapeaute au Conservatoire du Littoral. Et effectivement, l'idée, ce serait d'essayer d'accompagner les agriculteurs. Alors évidemment dans la dimension relocalisation, mais aussi dans la dimension transition vers des pratiques plus adaptées et qui soient respectueuses, puisqu'on garde aussi en tête nos orientations sur ce sujet-là. Donc on y travaille, oui. Merci. J'enchaîne. Il y a encore deux autres questions que j'ai vu apparaître. Donc, Camille pose la question, plus un commentaire qu'une question pour faire du lien. Je suis impliqué dans le projet Dialogue du PEPR Trax qui vise à faciliter les échanges entre parties prenantes académiques et non académiques pour co-développer des services climatiques sectoriels et territoriaux. Dans la communauté de Trax, un projet cerise porté par le BRGM a été retenu qui porte sur communiquer les incertitudes pour mieux s'adapter à l'élévation du niveau de la mer et qui impliquera plusieurs sites pilotes dont la communauté de Dunkerque et Le Havre. Il serait intéressant de suivre vos travaux et éventuellement d'échanger sur les méthodes et enseignements communs. Donc effectivement, c'est un commentaire entre acteurs de terrain et acteurs académiques de recherche. Donc, effectivement, il y a des liens très intéressants. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou je prends une prochaine question. Ouais, on pourra prendre contact et attache aussi pour travailler. Voilà. Et ce que je disais, s'il y a un contact au BRGM, ça tombe bien, je suis actuellement dans leurs locaux donc, pour aller travailler voilà, dessus. Et oui, la question de l'incertitude est intéressante et importante. On va pas forcément beaucoup aller au-delà et peut-être prendre d'autres questions, mais au contraire, ça donne des idées ou des envies de collaboration. Alors, moi, j'aurais peut-être une question complémentaire dans ce sens plus académique, mais est-ce que,
c'est sûr que oui, mais comment vous assurez le suivi et vous évaluez vos actions sur le moyen et long terme? Alors, on a une série d'indicateurs. Donc, il y a deux questions. Il y a dans le cadre d'Adapto et dans le cadre du conservatoire. Dans le cadre d'Adapto, donc il y a une série d'indicateurs. Il y a à la fois des indicateurs qui sont les indicateurs projets qui correspondent vraiment à ceux d'un life, mais qui mesurent quand même l'efficience des projets et certains indicateurs suivis un peu plus tendanciels qu'on fait, notamment sur les sites qui sont reconnectés, où on a développé en lien avec un consortium d'universités un protocole standardisé pour suivre nos sites dépoldarisés. Donc, voilà, on a cette approche. On a une approche plus naturelle et sans doute un peu moins risque, même si on a des retours sur les études de perception qui sont faites. Enfin, sur les sites sur lesquels on travaille, en gros, on fait un suivi à 5 et 10 ans autour des habitats naturels et de la perception. Et à une échelle plus courte, on a les indicateurs des projets. Et au niveau du conservatoire, c'est un peu plus vague parce qu'on a plutôt des métriques autour de notre action foncière en général et pas forcément sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Adrien. Une dernière question que je vois apparaître. Donc, les sites du Conservatoire du Littoral ont-ils des sujets de discussion avec les activités sportives, type canoë, kayak, surf, etc. Euh, Est-ce qu'il y a des enjeux au niveau récréatif et sportif? Oui, on a d'ailleurs une collègue au sein de la direction de la gestion patrimoniale qui s'occupe de l'accueil et dont une partie de sa mission concerne les sports de nature et l'accueil, l'encadrement et ou l'aménagement sur les sports de nature. On a beaucoup de pratiquants sur des espaces du conservatoire, avec des spécificités. On a vocation à accueillir les publics, mais en même temps à aménager les sites et à, comme on le disait tout à l'heure, à organiser le bon accueil de tout le monde. On est plutôt ouvert au sport de nature, mais on peut réguler par moment. Voilà, pour faire simple. Et on fait Merci. payer parce que c'est du domaine public dans certains cas. Non, mais enfin, je dis parce que c'est vrai que c'est pas forcément pour des pratiquants de sport de nature non régulés, ils peuvent faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que quelque chose qui peut revenir, c'est que on est un acteur qui fait payer quand on organise des trades chez nous. Voilà, c'est Merci, la loi. Adrien. Une question là, dans la conversation donc, de Marie-Hélène. Le conservatoire passe-t-il pour agir par signature de convention avec la collectivité locale ou station balnéaire qui gère le littoral, ou souvent par simple délégation de l'État? Euh, je ne sais pas si c'est très clair, mais En tout cas, oui, le conservatoire établit des conventions, c'est beaucoup, à la fois pour cadrer donc, les conventions de gestion sur ces terrains et l'application des plans de gestion. Donc, on a des conventions de gestion ou des conventions de partenariat pour mettre en œuvre ces actions. Et après, tous les usages sur les terrains du conservatoire sont gérés par convention, pas par autorisation d'occupation temporaire, comme on peut l'avoir, notamment avec certains services de l'État, mais par des conventions donc, qui sont des contrats qui donnent des obligations à la fois au conservatoire, à la fois aux autres parties prenantes. merci. Je regarde si. Alors, j'ai une question d'Abdou. La faune et la flore, pour s'adapter, ils changent leur génétique et beaucoup des caractéristiques. Comment on traite avec ce changement? Bon, en tout cas, une question sur les écosystèmes et leur adaptation, leurs propres facultés. Comment ceci est intégré? Alors,
À court terme, Pauline, peut-être tu réponds? Vas-y, lance-toi et puis Ok. je compléterai au besoin, je t'en Non, je prie. dis à court terme, c'est pas forcément nous, quelque chose qu'on prend en considération. Quand on restaure des habitats, on va utiliser les espaces sources qui sont à proximité. Donc, un espace dépoldérisé, on va avoir des marais maritimes à proximité et donc des nouvelles sources, des banques de graines, enfin des espaces de dispersion possibles pour restaurer ces espaces-là. Par contre, effectivement, on sait que même dans le temps, la diversité génétique sont nécessaires pour le bon fonctionnement et l'adaptabilité de ces espaces-là. Les solutions fondées sur la nature, on a actuellement des bonnes idées de comment elles fonctionnent dans le système actuel, mais à une échelle de 30 ou 50 ans, avec les incertitudes et les nouvelles pressions, les nouvelles conditions amenées par le changement climatique, on est assez incertain. Et donc, de manière générale, en fait, on essaie de travailler sur l'accueil de la diversité, pas que spécifique, mais la diversité fonctionnelle sur les terrains du conservatoire et, et traiter avec un petit peu, enfin, aussi, on en parlait sur d'autres éléments, mais cette incertitude, voilà, qu'on a. Donc, on essaie de favoriser la diversité. Après, sur le reste, il y aura des questions d'adaptation, de modification qui sont nécessaires. Pour l'instant, on ne sait pas encore très bien y répondre. Pauline, tu... Non, 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 j'aurais pas dit mieux. Juste peut-être vraiment appuyer sur le fait que les outils qui vous ont été présentés, aussi bien l'indice de qualité écologique littoral développé à l'époque avec le Muséum d'histoire naturelle et l'indice de littoral écologique qu'on cherche aujourd'hui à adapter. Ce sont des outils qui, vraiment dans la méthode Adapto, on cherche à intégrer les différentes composantes d'un système, mais pour autant, on ne va pas pousser non plus du fait qu'il existe, comme le disait Adrien, des incertitudes, on va pas aller pousser dans de la modélisation, quelque chose qui va modéliser avec exactitude les milieux de demain, après-demain, etc. Et donc, effectivement, cette capacité de résilience intrinsèque au milieu, eh ben, voilà, on compose avec. Mais l'idée, on est aussi dans une démarche qui est finalement évolutive et adaptative, quoi. C'est-à-dire que on établit in fine dans une feuille de route des actions à court, moyen, long terme, qu'on évalue, vous parliez Maxence de cette notion de suivi et d'évaluation, et qu'on évalue et qu'on réajuste après dans la gestion. Donc voilà, on avance en cheminant, quoi. Eh bien, il n'y a plus de questions dans le chat, donc bien, j'ai plus qu'à à vous remercier tous les deux, Pauline et Adrien, pour cette présentation et puis pour ces réponses très claires. J'espère que voilà, ça a été aussi le cas pour toutes les personnes qui ont suivi, qui regarderont également en replay. Moi, je retiens quand même des notions et des manières de projeter ces questions, somme toute assez complexes, avec un aspect de dynamique qui est rarement évoqué, je trouve, et donc ces mobilités des milieux, des paysages, et cette approche paysagère qui décloisonne aussi, parce que souvent, on est dans un cadre avec un périmètre très administratif, etc. Et là, ça fait éclater ça avec ce regard paysager, et ça permet d'intégrer aussi d'autres composantes socio-économiques, récréatives, voilà, juste aussi la beauté des paysages, parce que c'est aussi pour ça qu'on regarde avec ce prisme-là. Et du coup, ça décale aussi dans le temps. Donc ça, je trouve, c'est des choses en tout cas que je retiens personnellement, avec une vision du temps long, d'où on vient et le passé. Finalement, cette vision fixiste, comme vous l'appelez, elle est assez récente. Et puis, comment peut-être on peut s'adapter et en changer, en sortir partiellement pour, bah voilà, pour avoir cette gestion souple des littoraux. Donc, merci à tous les deux. Et puis, voilà, au plaisir d'échanger à nouveau. Et eh bien, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Merci, merci pour l'invitation. Bonne journée et au plaisir d'échanger de nouveau. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.